RFM Midi. RFM Midi. Merci d'écouter RFM Midi, le grand journal. Babacar Fall. À la une, le verdict du procès de Lamine Diack et compagnie à l'écoute du tribunal correctionnel de Paris qui doit rendre sa décision d'un instant à l'autre. La convocation de Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, devant l'IGAJ, l'inspection générale de l'administration de la justice. L'UMS conteste, mais que dit la loi? On vous dira. Et notre dossier du jour, dossier sur cette question, Macky Sall est-il bien inspiré après sa décision d'aller dans le Sine Saloum pour une tournée dite économique alors qu'il ne s'est pas encore rendu auprès des sinistrés des inondations? L'épidémie de Covid-19 au Sénégal, la baisse du nombre de contaminations se poursuit. Le bilan du jour, 39 cas positifs sur 1169 tests réalisés. Mais le pays enregistre son 299e décès. Le grand journal sur RFM à suivre l'actualité internationale qui sera présenté par Georges Détié-Diop. Lendemain du mini-sommet de la CEDEAO-CNSP sur la crise malienne, réaction d'un responsable du M5 RFP à suivre dans ce midi, Clément Dembélé, par ailleurs membre de la société civile. En Guinée, les infirmiers et autres techniciens de santé en grève pour 7 jours. Malgré la pandémie de Covid-19, ils exigent le respect des accords signés avec le gouvernement. L'épouse de Yaya Diamé, visée par des sanctions américaines, les comptes et avoirs de Zineb Diamé aux États-Unis bloqués. Et les sports, ce sera un journal de Cher Tidiane Gagne. Oui, bonjour Babacar, championnat d'Afrique de basketball des moins de 18 ans. Le Sénégal décline ses ambitions. En football, mercato des Sénégalais, un agent livre ses impressions. Opération plutôt, rattrapage de la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain, c'est pour rattraper son retard. Le PSG qui va jouer cet après-midi ou alors ce soir contre l'équipe du FC Metz. À suivre Record News, notre rendez-vous sur la progression du Covid-19 dans le monde avec Koumba Sandiane Faye. Et puis, point de vue, le débat du jour, le verdict du procès Lamine Diack et compagnie que nous attendons tous. C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. Direction Paris, la capitale française. Nous allons rejoindre tout de suite notre correspondant, Chersi Doussila. Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris qui doit donner son verdict dans l'affaire Lamine Diack, l'ancien président de l'I2AF, affaire après son jugement à Paris dans ce dossier de corruption sur fond de dopage présumé. Et le tribunal devait donner son verdict à 11h30 de Dakar et toujours pas. Toujours pas, et d'ailleurs, curieusement, c'est à 13h30 exactement que Lamine Diack est arrivé au tribunal accompagné de ses deux avocats, Maître Simon Ndiaye et Maître William Bourdon. Et puis, aucune déclaration pour la presse, malgré l'insistance des journalistes. Venus un peu plus nombreux aujourd'hui, il faut reconnaître. Vous perdez votre temps, je ne fais aucune déclaration en matière de Lamine Diack avant de filer directement dans la salle d'audience. À l'intérieur, le parquet et les avocats sont en place. Là, on attend que l'entrée du juge pour que les choses démarrent. Babacar. Et on vous rejoint dès que les choses évoluent. Chersi Doussila à Paris, merci. La suite de ce grand journal à 12h03, justice toujours, mais au Sénégal. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal devant l'inspection générale de l'administration de la justice, l'IGAJ. Cela pour des propos tenus par Souleymane Teliko tenu par Souleymane Teliko sur le déroulement du procès de Khalifa Sall, souvenez-vous, l'ancien maire de Dakar. Le bureau de l'UMS rue dans les brancards estime que son président ne relève ni du ministère ni de l'IGAJ. Mais attention, Souleymane Teliko, en tant que magistrat, ne peut pas se soustraire d'une telle autorité pour répondre à une convocation. Pape Besdiba. L'UMS fait bloc derrière son président convoqué ce mercredi devant l'inspection générale de l'administration de la justice. Une convocation inadmissible car pour le bureau de l'Union des magistrats du Sénégal, son président ne relève ni du ministre ni de l'IGAJ. Le professeur en droit pénal Iba Barry Camara pose le dédoublement de fonctions, président de l'association en même temps magistrat. L'UMS, c'est lui dirait
tuer quasiment en fait le syndicat des magistrats, et quand on sait que le syndicat est une structure véritablement privée et qui ne concerne que les magistrats. Donc maintenant, par rapport à cette convocation-là, est-ce que ça concerne le président de l'UMS intuitu personae ou alors ça concerne le magistrat lui-même, c'est-à-dire, parce qu'en tout état de cause, il faut le dire, le président de l'UMS est également magistrat. Donc, en tant que magistrat, le président de l'UMS doit bel et bien répondre à une convocation de ligage. Mais il n'y a rien de mal dans tout ça, estime le professeur en droit Ogosek. Il faut dire tout simplement que ligage est institué dans le but d'inspecter la justice dans son ensemble. C'est comme le premier président ou le procureur général de la Cour suprême. C'est un organe qui est là et qui recueille tout juste des informations. Et il a un pouvoir de contrôle de tous les magistrats. Et à ce titre, il exerce sa mission d'information, de contrôle et d'enquête. Mais il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est juste pour vérifier un peu le fonctionnement de la justice. En attendant le face-à-face entre ces inspecteurs et Télico, l'UMS appelle ses membres à la vigilance et à la solidarité. RFM, la radio autrement. Midi et 5 minutes. Le gouvernement est-il en train d'être à la peine dans le déroulement de son plan d'urgence anti-inondation, le plan Orsec? Tout porte à le croire. Les eaux de pluie continuent d'assiéger plusieurs quartiers dans de nombreuses localités du pays. Direction Thiès, dans le quartier de Kermam Elhaj, le fief de la famille maraboutique des Ndiéguène. Alerte et colère sur place. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Des maisons et murs de clôture effondrés, les eaux pluviales sont toujours dans les maisons. Partout, c'est la galère à cause des inondations au quartier Kermam Elhaj de Thiès. Elhaj Doudougaï, le secrétaire général du comité de quartier. Bon, vous savez que le quartier Kermam Elhaj abrite un canal dans lequel les eaux de ruissellement de Thiès passent. Bon, et toutes ces eaux-là convergent vers Fandène. Quelquefois, les populations sont impactées par les inondations parce qu'il y a un refoulement des eaux. Le canal est obstrué. Bon, maintenant, on a vraiment des difficultés pour que les eaux puissent poursuivre le chemin. 57 familles ont été vraiment victimes des inondations. Quand il pleut, vraiment, les eaux occupent. Inondent toutes les maisons riveraines. Et ces habitants aussi perdent leurs vivres, leur matériel. Oui, mais même il y avait des tombes qui ont été déterrées par les eaux de pluie. Ces inondations ont fini de grignoter sur leur droit de vie. Les populations de ce populaire quartier de Thiès, débordées, font appel à l'État et les services compétents pour l'érection d'un canal d'évacuation des eaux pluviales. Bon, ce que nous attendons de l'État, c'est que vraiment le canal-là puisse être élargi, qu'on puisse poursuivre le canal jusqu'à Fandène. Submergé par ces eaux de ruissellement, le délégué de quartier de Kermam Elhaj Ndiéguène, Serigne Ahmed Ndiéguène, dénonce et réclame un plan Orsec local dans les plus brefs délais. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et un ancien haut gradé de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal déclare que le plan Orsec ne peut pas régler le problème des inondations. Le colonel Mamadou Fafana estime que la seule solution, c'est de déplacer toutes les personnes qui habitent dans des zones inondables. Il était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. C'est des mesures difficiles, compliquées, parce que c'est des personnes qui sont habituées à ces quartiers, qui logent depuis. Mais il faut une campagne de sensibilisation et d'information. Puisqu'il y va de la santé des gens, il y va de l'environnement, il y va. Maintenant, la sensibilisation est faite. Et si on propose aux gens des endroits vraiment où c'est plus propice, c'est mieux équipé et il y a un accès qui leur permet de pouvoir aller faire leurs courses et revenir, mais les gens sont preneurs. Ceux qui habitent Kermassar, là, si on leur proposait un endroit où ils peuvent rejoindre la capitale en une demi-heure ou en 45 minutes, ils sont preneurs. La cartographie, elle existe. Qu'on donne l'information à tout le monde, qu'on dise aux gens, voici le Sénégal, voilà les points où il y a les inondations. À partir de ce moment-là, ces zones-là seront des zones protégées. Personne n'a le droit d'y loger, personne n'a le droit de demander un lotissement. Donc pour vous, le plan Orsec n'est pas la solution au problème des inondations? Non, le plan Orsec n'est pas la solution des inondations, c'est une atténuation. Le plan Orsec est mis en place uniquement pour alléger la souffrance des populations. Mais le plan ne règle pas le problème. Il ne le règle pas, il faut qu'on soit clair. Depuis 1989, on organise chaque année, chaque fois qu'il y a des inondations, des plans Orsec. Est-ce que ces plans ont résolu le problème? C'est une lutte, ce n'est pas une éradication. Donc, étant donné que c'est une lutte, mais tantôt vous gagnez, tantôt vous ne gagnez pas. Mais si l'ennemi vient avec une force que vous n'avez pas prévue, quels que soient les moyens que vous allez mettre en place, il va rester. Et pourquoi le président de la République, il ne s'est pas rendu dans des zones sinistrées par les inondations?
Question qui se pose avec insistance, surtout après l'annonce d'une tournée économique que le chef de l'État doit effectuer dans le centre du pays, entre Fatick, Kaolack et Kaffrine, à partir de samedi prochain, pour visiter entre autres des champs. C'est notre dossier ce midi, un dossier préparé par Amadou Sabarba. Dakar et plusieurs localités du pays sont toujours sous les eaux malgré le déclenchement du plan Orsec, un moment choisi par le président de la République Macky Sall pour reprendre ses tournées économiques. Un vrai paradoxe selon Hamidou Anne, spécialiste en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et cette année, ça tombe dans un contexte très difficile, marqué déjà par la pandémie du coronavirus, mais aussi par des inondations qui ont quand même touché pas mal de nos concitoyens. Je ne comprends pas personnellement la pertinence de cette tournée en ce moment précis, surtout quand même les personnels de santé, même les autorités appellent à la distanciation sociale. Donc faire des tournées pour les populations qui sont un peu une pratique aux antipodes de la distanciation physique, c'est quelque chose qui peut effectivement interroger dans le contexte. La tournée économique fait partie de l'agenda présidentiel, mais les populations sont plus soucieuses de leurs conditions de vie avec les inondations et la lutte contre le coronavirus. C'est l'avis de Ibou Sané, enseignant en sociologie politique. C'est bon pour le réconfort moral. Tournée économique, c'est bon pour régler un certain nombre de problèmes. Le moment choisi, vraiment, c'est pas un moment idéal, d'autant plus qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. C'est vrai qu'il doit être à côté des populations aussi, mais il doit prendre en compte aussi les difficultés des uns et des autres et ne pas partir avec beaucoup de ministres, beaucoup de DG, beaucoup d'hommes politiques. C'est comme s'il faisait une promesse de santé et ça, c'est pas bon pour la vie de la nation. En fin de semaine, le président Macky Sall va renouer avec ses tournées économiques dans le Sine Saloum, mais la période choisie semble poser problème, selon des spécialistes interrogés. Et la santé, maintenant, l'épidémie de coronavirus au Sénégal, le nombre de contaminations, la tendance à la baisse se prolonge, même si un décès est à déplorer dans le bilan du jour du ministère de la Santé. Le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye. Sur 1169 tests réalisés, 39 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,34%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 21 cas contacts suivis par nos services, 18 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Thiès 4, Yeumbeul 2, Cité Djilimbay 1, Diourbel 1, Keur Massar 1, Khombol 1, Kolda 1, Koungheul 1, Liberté 6 1, Médina 1, Nord Foire 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1 et Pikine 1. 64 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 15 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 568 cas ont été déclarés positifs, dont 10 756 guéris, 299 décédés et donc 3 512 patients sous traitement. Une épidémie qui avait poussé les autorités à appliquer des restrictions dans les transports avec un nombre de passagers limité. Mais depuis hier, un arrêté du ministre des Transports terrestres a levé ces restrictions. Alors comment, dans les transports, vit-on ce retour à la normale et dans un contexte sanitaire toujours sensible? Reportage en banlieue de Dakar de Salif Sow. À Arrêt Serigne Hassan, ça bouge dans tous les sens. De longues files d'attente se sont formées devant les minibus peints en bleu et blanc. Parmi les passagers, une femme d'une quarantaine d'années attire notre attention. Elle passait presque 2 tours d'horloge à l'aller et autant de temps au retour à l'arrêt des bus. Ce matin, soulagement se lit sur le visage de George Samb. C'est un retour à la normale. Ambré Serigne Saliou. Satisfait, il a désormais le choix, fait-il comprendre. Comme permettre nañ légui nit ñi di taxaw sant yalla rek légui ku ñëw rek da nga ñëw dugg bu la nexé taxaw dem bu la nexé nga xaar benen bus ñëw nga tok baax na. Sourire affiché aussi du côté des transporteurs. Elhadji Seydou Ndour et cet autre jeune homme sont respectivement régulateurs et receveurs de la ligne 32. Avaient garé leur voiture alors par manque de moyens parce que ils ne pouvaient avoir de recettes. Si tu es en panne, tu ne peux plus dépanner. Tu payes le personnel, tu fais les frais, le gasoil, il ne te reste plus rien.
Donc on roulait à perte. Nous on était obligés parce qu'il faut qu'on amène les passagers. Le port du masque reste cependant obligatoire dans les moyens de transport public car le virus résiste malgré la tendance baissière constatée ces derniers jours. Salif Sow, Guédiawaye Radio Futur Média. Et comment appliquer les recommandations sanitaires anti-Covid dans les véhicules de transport avec toutes les places assises et debout occupées? Nous avons demandé à Djibi Ndiaye, membre du conseil d'administration de l'AFTU, le regroupement des transporteurs propriétaires de bus Tata. C'est vraiment un décret que nous accueillons à bras ouverts et un décret qui va nous permettre de souffler parce que les transporteurs souffrent depuis le mois de mars parce qu'ils roulaient à perte sur toute la ligne. Parce que vous savez, nous avons des véhicules que nous avons pris en crédit au niveau des banques. Nous avons aussi des charges du personnel et aussi même des charges des pièces à usure rapide. Donc depuis le mois de mars, les transporteurs roulent à perte. Et aujourd'hui, si l'État décide à travers son ministère d'enlever les restrictions pour que le transport revienne à la normale, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous et que nous accueillons à bras ouverts et ça va permettre aux transporteurs de souffler dans le secteur des transports. Mais est-ce que ce retour à la normale ne risque pas d'entraîner une propagation de la maladie à travers les transports? On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas que cette maladie continue à se propager à partir du secteur des transports. On ne le souhaite pas. Et nous allons veiller aux mesures barrières parce que, comme on l'a toujours fait, les masques seront obligatoires. Le gel antiseptique sera obligatoire et on va continuer à désinfecter les véhicules comme on avait toujours l'habitude de faire. Des propos recueillis par Elash Ndiogoudienne. Merci d'écouter le Grand Journal sur RFM. Midi et 16 minutes. L'info, c'est ici. Éducation. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey observent depuis hier un mot d'ordre de grève de 72 heures. Le mot d'ordre est spécifiquement dédié à ce qu'ils appellent des journées de restauration sans ticket, mangées gratuitement au campus. Ils réclament notamment l'achèvement des travaux de construction du deuxième restaurant de cette université pour le respect des mesures barrières. Ils font un clin d'œil à la situation sanitaire du pays. Mohamedou Sarr, le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, interrogé par Elash Ndiogoudienne. Les motifs sont relatifs à un non-respect du protocole sanitaire qui a été défini dans le cadre du comité de santé. C'est aussi relatif à un défaut de menu parce que depuis l'arrivée des étudiants, il n'y a pas encore de menu qui a été défini. C'est aussi relatif à des ruptures répétées que nous avons eu à constater depuis le début des enseignements, depuis que nous avons repris les enseignements. Il n'y a pas encore de problème majeur à signaler en dehors des problèmes de restauration. Nous avons aussi donné un ultimatum aux autorités pour l'achèvement du restaurant du campus 2 qui est même à l'origine de tous ces problèmes de restauration que nous sommes en train de rencontrer. Parce que nous le rappelons toujours, le restaurant du campus 2 est en construction depuis bientôt 6 années, voire plus. Et c'est actuellement en phase de finition et nous notons encore des lenteurs. Raison pour laquelle nous avons donné un ultimatum de 30 jours pour la livraison de ce restaurant. Le seul restaurant fonctionnel actuellement à l'université est de 180 places avec une salle de production assez étroite. Raison pour laquelle même il y a ces ruptures répétées, toujours ces problèmes au niveau de la restauration. Et un enseignant au service de l'école de la communauté, il s'appelle Mamadou Diakhaté alias Junior, qui s'investit dans la rénovation d'établissements scolaires à travers des contributions financières collectées via les réseaux sociaux. L'instituteur adjoint invite à une mobilisation citoyenne autour de l'école. Son portrait avec Koumba Sandiane Faye qu'il a rencontré. Tout est parti de ce contexte de pandémie. Mamadou Diakhaté s'est fait un autre nom sur les réseaux sociaux. Junior Nietzsche. Il réfectionne bénévolement des écoles, pourtant il n'est ni maçon, ni entrepreneur, mais enseignant. On donnait des masques et des gels. Organiser nos quartiers de telle sorte que tout passant qui rentrait ou qui sortait de nos quartiers devait impérativement se laver les mains. Et au fur et à mesure de la sensibilisation, l'État du Sénégal avait décidé de réouvrir les classes et nous avions décidé d'aller dans des écoles pour les nettoyer. Et
on a fait le constat que les écoles avaient des soucis par rapport aux toilettes et les salles de classe n'étaient pas en état. Sur son compte Twitter, l'instituteur lance un SOS pour une collecte de fonds. On a eu à faire 6 écoles. Dans chaque école, on a fait soit les classes, soit les toilettes. On a remis l'électricité, l'étanchéité, les toits, la peinture, portes et fenêtres. Là, à Yoff, on vient de terminer 6 salles de classe entièrement réfectionnées. 26 fenêtres ont été achetées, confectionnées et montées. À Blaise Diagne, c'est 15 box de toilettes. Il y a 20 blocs qui nous attendent. À l'école élémentaire Kermadjabel 3, on a fait une classe et les toilettes pour les professeurs. Et pour la collecte et gestion de l'argent, la transparence est de mise. Pour chaque école, il y a un devis, des factures et des dépenses qui ont été effectuées. La dernière école que nous avons eu à faire, on a eu plus de 2 millions via les réseaux sociaux en seulement 5 jours. À l'école Blaise Diagne, on a fait 1 117 000 francs, voire 1 700 000 francs. Au fur et à mesure de la récolte, nous dépassons même la somme reçue. Le volontaire appelle la jeunesse à se mobiliser pour des actions similaires. Une citoyenneté sans faille au service de l'école sénégalaise. Aujourd'hui, l'implication communautaire peut changer les choses. J'invite vraiment tous les jeunes du Sénégal à s'impliquer davantage et à ne plus attendre quelque chose de l'État. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Détché-Diop, bonjour. Bonjour Babacar. Réaction d'un responsable du M5 RFP au Mali au lendemain du mini-sommet de la CEDEAO sur la crise politique dans ce pays. Clément Dembélé, membre fondateur du mouvement du 5 juin, par ailleurs membre de la société civile malienne. Selon lui, la CEDEAO n'a pas imposé au Mali une conduite à tenir, elle doit plutôt l'accompagner. Clément Dembélé qui souligne par ailleurs qu'une partie du M5 a validé la charte de transition issue des concertations nationales. Le problème de la validation de la charte de la transition au sein de M5 RFP n'est pas, l'invalidation n'est pas unanime. Il y a une partie du M5 qui a validé la charte de transition et il y a quelques-uns qui n'ont pas validé. Ça, il faut préciser cela. Et en dehors de cela, aujourd'hui, la CEDEAO a reçu hier les militaires qui vont revenir pour poser la question aux Maliens. Vous savez, la CEDEAO doit comprendre aujourd'hui que le peuple malien est souverain. Et la CEDEAO doit comprendre que le choix du peuple malien doit primer. Le peuple malien est sorti pour faire le combat pendant 3 mois. Sous la direction du M5 RFP, qui a été parachevée par les militaires. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation qui exige une prudence, qui exige beaucoup d'attention. La CEDEAO ne doit pas s'enfermer dans ces textes. Elle doit prendre le Mali, c'est que la jurisprudence est pour le droit. Dans un cas exceptionnel, il faut un traitement exceptionnel pour une solution exceptionnelle. Le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'il faut mettre le civil ou le militaire à la tête du Mali. Le problème du Mali, c'est qu'on a besoin des réformes, des accompagnements. Donc aujourd'hui, venir dire au Mali qu'il faut un civil ou un militaire, ce n'est pas ça la préoccupation des Maliens. La préoccupation des Maliens, c'est d'avoir une équipe fiable, des hommes d'État à la tête. Que ces hommes soient militaires ou civils, nous avons besoin d'avoir une équipe et non pas des hommes par apparence militaire ou civile. Nous avons été gérés par des civils corrompus et nous avons été gérés aussi par des militaires corrompus, des militaires incompétents. Au Mali, toujours l'ancien président Moussa Traoré est décédé hier à l'âge de 83 ans. Le général Moussa Traoré avait pris le pouvoir en 1968 avant d'être renversé en mars 1991. Condamné à mort, il avait été gracié en 2002 par l'ancien président Alpha Omar Konaré. En Côte d'Ivoire, le climat politique est tendu à quelques semaines de la présidentielle. Les Sénégalais établis à Abidjan donnent leur avis sur la situation en Côte d'Ivoire. Ils souhaitent des élections apaisées. Nous nous rendons à Abidjan retrouver Gobia Arbi. Matara, Papa et Diouf sont issus de les communautés sénégalaises vivant en Côte d'Ivoire. En tant que résident sénégalais en Côte d'Ivoire, je souhaite un apaisement total de la situation politique en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, en tant que Sénégalais, on souhaite des élections apaisées et transparentes. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont des relations cordiales, donc on demande aux candidats d'appeler les citoyens au calme et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. On veut des élections calmes, on vote dans la tranquillité et éviter l'épisode de 2011. On prie pour une Côte d'Ivoire émergente. Voir que les Ivoiriens choisissent leur président en paix, que ce soit Alassane Ouattara ou un autre qui pourra diriger le pays.
Goubia Yabi, RFM. C'est bien Gobia Iabi. La suite de ce journal international, Georges Déthié-Diop, la Guinée-Bissau, infirmiers et autres techniciens de santé en arrêt de travail et en pleine épidémie de Covid-19 dans le pays. Grève de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Leur syndicat exige le respect de l'accord signé avec le gouvernement sur le paiement des arriérés de salaire et l'amélioration des conditions de travail. Noa Mankali. Dans une note distribuée ce jour à la presse, les techniciens de santé accusent le gouvernement bissau-guinéen de non-respect du protocole d'accord signé avec le central syndical et réclament dans le cahier de réclamation, entre autres, l'approbation du statut de carrière de personnel de santé, le paiement de dettes au personnel sous contrat et 1 mois de salaire pour les nouveaux recrues. L'allégation souligne également le versement de 3 mois de subvention de risque Covid-19 aux techniciens impliqués dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La grève de 7 jours des agents de la santé intervient à un moment où la Guinée-Bissau traverse une période de calamité en raison du nouveau coronavirus. La Guinée-Bissau compte en ce moment 786 cas actifs de Covid-19 avec un total de 39 décès dus à la maladie. La RFM a tenté sans succès de joindre le ministère de la Santé publique. Noa Mankali Bissau, RFM. Noa Mankali. Et puis Georges, actualité Gambie, l'épouse de l'ancien président Yaya Jammeh visée par des sanctions américaines. Le département d'État américain et le département du Trésor ont annoncé que Zineb Jammeh fait désormais l'objet de sanctions économiques. Ses comptes et avoirs aux États-Unis ont été bloqués. Selon le département d'État, Zineb Jammeh est désignée pour son rôle dans l'assistance matérielle, le soutien ou l'aide à son mari. Elle a utilisé une fondation caritative et des organismes de bienfaisance comme couverture pour faciliter le transfert illicite de fonds à son mari. Depuis 2018, Washington qui accuse Jammeh d'avoir mis en place un véritable système en vue de piller les caisses de l'État gambien et de siphonner les fonds de l'État à son profit personnel, avait interdit d'entrer sur son territoire Yaya Jammeh, son épouse et ses enfants Mariam Jammeh et Mohamed Yaya Jammeh. Au Gabon, pour terminer, le maire de Libreville est placé sous mandat de dépôt depuis hier. Léandre Zoué est poursuivi pour détournement des fonds publics, mauvaise gestion et blanchiment de capitaux. Il a été à la tête de la mairie depuis 19 mois. Léandre Zoué, cadre du parti au pouvoir, aurait détourné plus d'1 milliard de francs CFA selon Jeune Afrique. Merci Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'affaire Lamine Diack après son procès, verdict attendu aujourd'hui. Point de vue sur le sujet, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris est en train de lire le verdict et déjà le tribunal le reconnaît coupable de corruption passive sur le versement de pots de vin par des athlètes russes. On y reviendra tout à l'heure. RFM Sport. Les sports, un journal présenté par Cherti Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Babacar. Le championnat d'Afrique de basket des moins de 18 ans, le Sénégal décline ses ambitions. Oui, l'Égypte est pays hôte de ces championnats d'Afrique réservés aux équipes nationales masculines et féminines chez les moins de 18 ans. C'est prévu pour le mois de décembre à venir. Le Sénégal qui compte présenter ces deux équipes avec des objectifs bien précis. Voici Moustapha Gaye, c'est le directeur technique national, les gens au téléphone par Sodatiam. C'était déjà programmé pour les filles à Bamako, les garçons au Caire, mais depuis avant-hier, l'Égypte va prendre les deux Afro-Basket. La Fédération sénégalaise de basketball souhaite vraiment participer à ces compétitions de jeunes qui sont à notre avis primordiales pour assurer une bonne relève. Parce que nous y réfléchissons depuis que nous sommes en place pour vraiment mettre tout en œuvre que nos jeunes depuis 18 de cette année et les lycées de l'année prochaine puissent participer aux compétitions africaines. Maintenant, vous savez qu'il y avait une volonté d'y aller progressivement. C'était ce que la fédération avait mis les garçons il y a 2 ans à Bamako. Cette année, c'était au tout défi de rejoindre le cycle africain. Mais nous allons tout faire pour essayer de mettre les équipes en compétition cette année. Même si nous savons que c'est très onéreux pour une fédération, parce que la prise en charge de 2 équipes nationales pour aller au Caire, ça va être très cher. Mais je pense que nous avons la volonté, nous sommes motivés à faire participer nos équipes de jeunes. Alors, DTN, est-ce que vous confirmez que le Sénégal va participer au championnat d'Afrique U18? On le souhaite ardemment. Pour les filles, en tout cas,
ça va être la priorité cette année. S'il y a un choix à faire en éducation des filles, ça va être un choix pour les filles qui ne sont pas revenues sur la scène africaine depuis 8 ans. Voilà, à l'instant donc, Moustapha Gaye, le directeur technique national du basketball sénégalais, qui revenait sur la double participation du Sénégal chez les moins de 18 ans. Il s'agit donc des championnats d'Afrique prévus en Égypte. C'est au courant du mois de décembre, Babacar. Avant de retourner à Paris et poursuivre le verdict du procès Lamine Diack, un peu de football cher, le mercato des Sénégalais, un agent de joueur livre ses impressions. Ah oui, quelques touches ça et là pour nos compatriotes. Cependant, le défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly, le portier rennais Edouard Mendy sont beaucoup plus en vue pour un prochain départ. Adam Ndiaye nous a rendu visite ce matin. Il est agent de jour basé à Marseille. Pour Kalidou, le premier est moins compliqué parce que moi, il était blessé, mais il est revenu et a fait une match de saison un peu complète. Donc, lui, son problème de transfert se bloque au niveau du prix, en fait. Le président, il avait mis son prix à 100 millions d'euros. Finalement, il avait descendu à 75. Il peut le lâcher entre 75 et 70 millions d'euros. Mais il y a le PSG qui s'est intéressé, mais qui n'ont pas allé jusqu'au bout. Il y a Barcelone aussi qui s'est manifesté. Et là, il y a Manchester City et Manchester United qui sont vraiment dessus. Et je pense que d'ici la fermeture du mercato ou en début d'octobre, lui, il pourra partir. Par contre, pour Diao aussi, son problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué l'année d'avant. Il n'a pas beaucoup joué au niveau de Monaco. L'année d'avant aussi, il a été prêté en Italie. Il n'a pas fait beaucoup de matchs aussi. Et donc, je pense que pour prendre un joueur aussi, le nom ne suffit plus. Les entraîneurs veulent que le joueur compétisse en fait. Et assez de matchs. Maintenant, si sur 2 ans, tu n'as pas fait en tout 60 matchs, ça devient vraiment compliqué pour pouvoir partir. Edouard Mendy, je pense que son problème lui est réglé parce qu'ils ont trouvé hier, il y a un accord qui s'est trouvé entre Rennes et Chelsea. Donc, ça se bloque aussi au niveau du prix et je pense que aussi sur la revente, sur le bonus pour la revente du joueur. Mais pour lui, ça va se faire parce qu'il a passé sa visite médicale hier. Maintenant, pour les autres Sénégalais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont joué. Il n'y en a pas beaucoup qui ont joué ou qui ont été flamboyants. Voilà, match retard à l'allumage, plutôt retard à l'allumage pour le Paris Saint-Germain, battu 2 fois en autant de sorties en championnat. Ce soir à 19h, temps universel en match retard. La première journée, le club de la capitale, sans Neymar et Di Maria, suspendu, accueille le football club de Metz aussi, auteur de 2 revers en autant de journées, Babacar. Merci, cher Tidiane Diagne. On se rend d'ailleurs tout de suite à Paris, retrouver cher Silou Silla. Rebonjour, cher. On connaît le verdict dans l'affaire Lamine Diack. Tout à fait, Babacar. L'ancien président de l'I2AF a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis de sursis avec 500 000 € d'amende. Lamine Diack a été coupable des faits de corruption passive, notamment sur le financement de la campagne électorale au Sénégal et le ralentissement de la procédure disciplinaire des athlètes russes dopés en échange de pots de vin. Il a été aussi condamné des faits de corruption active, notamment les sommes remises à Gabriel Dolé et à certains responsables de l'I2AF, n'est-ce pas, pour acheter un tout petit peu leur silence. Il y a aussi les faits de blanchiment, notamment les rémunérations à Papa Massata Diack Boubacar. Actuellement, la juge du tribunal continue la lecture du jugement. On reviendra là-dessus dans nos prochaines relations. Et surtout pour connaître le verdict pour les co-accusés de Lamine Diack, dont on sait déjà que le tribunal, la justice française a décidé de le condamner à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. C'est donc la décision de la justice française à l'encontre du Sénégalais Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, devenu World Athletics. On en reparle d'ailleurs tout à l'heure dans Point de vue, ce verdict. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 33, l'heure de Coronews, présentation Koumbassa Diane Faye. Le Sénégal vient d'enregistrer ce mercredi un cas de décès lié à la Covid-19 et sur les 1169 tests réalisés, 39 ont été déclarés positifs. Une tendance baissière qui rassure. Pour les cas communautaires, on en compte 18. En Afrique, le Maroc a à nouveau prolongé l'état d'urgence après la hausse des contaminations. 3638 nouveaux cas sont enregistrés en 24 heures. Même situation en Égypte. Le nombre de cas au coronavirus augmente. Sur les 163 testés positifs, 18 sont déclarés morts. Mais le nouveau traitement suscite un espoir en Égypte. L'Afrique du Sud
Sud est placé toujours au sommet de l'échelle. Ensuite viennent des pays comme l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso. Le nombre de décès total en Afrique s'élève à 1 366 455. 33 071 personnes ont perdu la vie. La situation continue de s'aggraver en France. Selon les données officielles publiées, 7 852 cas ont été confirmés entre lundi et mardi. La faculté de médecine de Montpellier a ainsi suspendu une partie de ses cours, une soixantaine d'étudiants ayant été testés positifs au coronavirus. Qui de la Chine ou des États-Unis parviendra à lancer son vaccin en premier? Les deux pays se sont lancés dans une course et affichent ostensiblement leur optimisme. Une haute responsable chinoise a ainsi évoqué une mise à disposition du grand public pour le mois de novembre. Et quelques heures plus tard, Donald Trump a affirmé qu'un vaccin américain pourrait être disponible dans moins d'1 mois. La chute du nombre de tourismes internationaux due à la pandémie a entraîné une perte de 460 milliards de dollars pour le secteur au premier semestre, estime l'Organisation mondiale du tourisme. Pour terminer, un sommet sur la pandémie de Covid-19 avec une présence physique est envisagé à New York avant la fin de l'année par l'Assemblée générale de l'ONU. RFM, la presse du jour. Revue de presse préparée, présentée par Pape Besdiba. Bonjour, des nuages qui s'amoncellent encore dans le ciel de la magistrature, alors que l'on n'a pas fini de parler de la très médiatisée affaire opposant les juges Kane et Dia. Le journal Les Échos annonce la convocation du président de l'UMS aujourd'hui à Ligage. Le confrère affirme d'ailleurs tenir l'information du bureau exécutif de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, qui estime dans les colonnes du journal que le président de l'UMS en cette qualité et en tant qu'élu et représentant de l'ensemble des membres de l'association pour la défense de leurs intérêts ne relève ni du ministre ni de Ligage. Là, sur cette affaire, croit savoir les raisons qui motivent la convocation du président de l'UMS devant l'inspection générale de l'administration de la justice. À en croire ce quotidien, Souleymane Teliko sera entendu sur les propos qu'il a tenus sur le procès Khalifa Ababacar Sall. Teliko rappelle l'AS avait en effet estimé qu'il y avait violation d'un des principes qui garantissent un procès juste et équitable. Khalifa Sall, justement, pris entre le marteau judiciaire et l'enclume de l'âge. Sud Quotidien ouvre ainsi sur l'avenir politique de l'ancien maire de Dakar. Un avenir politique qui, d'après mon confrère, paraît ne pas être entre ses mains. En attendant, parlons de cette bataille de positionnement au sein de l'opposition, ce que l'observateur appelle la guerre des couteaux. Le journal renseigne que le coup venu de loin a l'effet d'un uppercut au menton, allusion donc à Ousmane Sonko qui, au cours d'une conférence de presse à Ziguinchor, a été cash dans son propos. Les acteurs de l'opposition ne s'opposent pas au régime de Macky Sall, ils s'opposent aux opposants, avant d'ajouter un politicien de circonstance avec ses milliards qui n'a pu réunir de parrainage, un point que Bougane Gueye a pris pour son compte avant de contre-attaquer. Pour le leader du mouvement Gumsa Bop, Sonko, adepte du jeu de la médisance, est frappé par le corona prétention et le paludisme de la mémoire courte. Dans tous les cas, le professeur Ogosek, agrégé en droit et sciences politiques, trouve normal cette fracture au sein de l'opposition. Même si pour l'I quotidien, Sonko, Bougane, c'est la guerre des néophytes. Tout autre chose, le coronavirus qui risque de causer bien d'autres maladies au Sénégal. C'est ce que craint l'observateur qui fait état de la bombe des déchets Covid à Guédiawaye, notamment à l'hôpital d'Al Djam, où un riverain pointe un doigt sur la fumée qui s'échappe de l'hôpital. Mais le directeur de l'établissement s'est voulu rassurant dans les colonnes de l'observateur. Selon Moussa Samdafa, c'est un banaliseur qui est utilisé et qui stérilise toute la toxicité des déchets biomédicaux. Point global des inondations au Sénégal, les chiffres qui prouvent la tragédie. Selon les Échos, il y a eu 7 morts, plus de 102 maisons détruites entre Dakar et Thiès. Mais les sinistrés ont préféré, selon le journal La Tribune, bouder la solution du gouvernement. Les dures vérités du professeur Serigne Khadim Rassoul Thiam à propos de ces inondations. Le professeur Thiam, dans un entretien accordé à nos confrères,
dit fustiger le fait que le président Sall ne soit pas en mesure de dire aux Sénégalais où sont passés les 750 milliards destinés au plan décennal de lutte contre les inondations, des milliards. Il en est aussi question à la une de Libération. Mais pour mon confrère, c'est une rocambolesque affaire de fraude qui implique la société Citman. Libé informe que son directeur général risque d'être déféré cette semaine s'il ne signe pas le PV de transaction. La douane réclame 4 milliards de francs CFA. En sport, le quotidien Stade ouvre avec le vivier des binationaux sénégalais en perspective de la CAN 2022. D'après le journal, Boulaye Dia, Malang Sarr, Abdou Diallo, Pape Gueye, Issa Diop sont éligibles avec les Lions. Le sport à la une du Soleil ce matin, mais la discipline dont nous parle le journal gouvernemental n'est pas très répandue au Sénégal, même si le surf prend petit à petit ses marques, surtout chez les femmes. L'objectif d'ailleurs de la championne du Sénégal en 2016, Iman Signaté, est de faire du surf quelque chose de complètement ordinaire dans notre pays. Bonne lecture à toutes et à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le verdict du procès Lamine Diack et compagnie. Procès sur l'affaire de corruption et de dopage à l'I2AF que dirigeait le Sénégalais. Lamine Diack condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. La décision vient d'être annoncée par le tribunal correctionnel de Paris. En attendant de connaître le sort de ses co-accusés, nous serons d'ailleurs à nouveau en direct avec notre correspondant Chersi de Silla, correspondant à Paris. Pour parler de ce verdict et de ce qu'on en sait déjà, nous sommes avec le professeur Abdoulaye Sakho. Bonjour. Professeur Sakho. Oui, bonjour. Vous êtes professeur agrégé de droit, expert en management du sport. Arona Dem est également avec nous. Il est vice-président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Bonjour. Bonjour, Babacar. Professeur Sakho, d'abord votre réaction au verdict pour Lamine Diack. Oui, vous savez, bon, je viens de l'apprendre en même temps certainement que vous. On me dit qu'il a une condamnation ferme avec une partie en sursis, et que donc on le retient dans les liens de la prévention pour ce qu'on appelle la corruption, je crois, active et passive et autres. Une chose est certaine, c'est que quand un verdict tombe et que vous étiez dans une procédure judiciaire, je peux dire que quelle que soit la décision du juge, vous êtes quand même, dans une certaine mesure, vous êtes libéré. Vous savez maintenant à quoi vous en tenir, et sur ce plan-là, il faut se féliciter que ça se fasse. Bon, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que maintenant que M. Diack sait à quoi s'en tenir, il lui appartient à lui et à ses avocats de mener et de continuer à mener le combat. Personnellement, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la justice, et c'est une décision de justice qui vient de tomber. J'appartiens à une corporation qui généralement ne réagit pas à chaud quand il s'agit de décisions de justice, mais là c'est quelque chose qui interpelle notre pays, qui interpelle un homme que moi personnellement j'aime beaucoup. Je peux même être relativement subjectif par rapport à ce que je vais dire, mais je ne peux que respecter la décision de justice, même si, comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord aussi bien sur la forme, c'est-à-dire la compétence des juridictions françaises, que sur le fond, de le retenir dans les liens de la prévention. Et c'est très personnel ce que je suis en train de vous dire. Donc, il lui appartient de faire en sorte qu'il puisse continuer son combat et qu'il soit totalement blanchi, parce qu'un homme comme ça, avec tout ce qu'il a fait pour nous et pour le sport, je crois qu'il faudrait qu'il sorte blanchi vraiment de cette situation-là. On va essayer de savoir, professeur Sakho, si Lamine Diack interjette appel, si l'appel suspend cette première décision de la justice française. En attendant, Arona Dem, on sait que vous et d'autres Sénégalais aviez dénoncé comment ce dossier il est géré par la justice sénégalaise. Ce verdict, il vous surprend ou pas? Il ne me surprend absolument pas, Babacar. Je ne m'attendais pas à ce que Lamine Diack soit blanchi par un juge français pour la bonne et simple raison, comme l'a évoqué tout à l'heure le professeur Sakho. La justice française n'a aucune compétence pour juger Lamine Diack dans ce dossier, puisque le siège de l'I2AF se trouve à Monaco. On a voulu effacer un peu Lamine Diack des tablettes de l'histoire de l'athlétisme. Ce n'est pas pour rien que l'I2AF est devenu, après le départ de Lamine Diack, World Athletic, puisque Sébastien Coe en a décidé ainsi. Et on sait que c'est un dossier qui a été instruit à charge par les magistrats instructeurs du parquet financier. Et lors du jugement, on n'a apporté aucune preuve pour avoir suivi de près le procès.
on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune preuve matérielle qui a été fournie, alors qu'on dit qu'en droit pénal, et le professeur Sarr est mieux indiqué que moi à ce niveau-là, pour asseoir cette thèse, c'est les preuves qui font foi. Et dans ce dossier-là, aucune preuve n'a été apportée. On a montré aucune source d'argent qui est entrée entre les mains de Lamine Diack pour qu'il soit coupable de corruption passive. Et donc, comme on a instruit Assad, il fallait donc rendre un verdict qui confirme l'instruction Assad et qui permet de dire que Lamine Diack est coupable. Ouais. Professeur Sarro, on a entendu Lamine Diack se défendre au procès. Son fils, Papa Massata, un de ses co-accusés, il s'est défendu. Avant-hier, il a donné une conférence de presse à la presse étrangère accréditée à Dakar pour dire qu'il est blanc comme neige. Il n'a cessé de brandir des documents, des faits, des dates pour justifier, selon lui, que c'est un acharnement, qu'il n'a rien fait. Vous vous dites subjectif sur cette affaire-là, mais juridiquement, tout ce qui a été prononcé dans l'accusation et dans la défense, vous en dites quoi? Vous avez quelle conviction? Non, ma conviction, je vous l'ai dit, je ne crois pas que ce que l'on reproche, en tout cas à M. Diack, ne soit vérifié et vérifiable. Aruna vient de dire tout de suite que, lui qui suivait le procès peut-être au jour le jour, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve matérielle de rentrée d'argent concernant M. Diack. C'est cela la corruption. Pour ce qui est de M. Massata Diack, je crois qu'il est assez grand. Lui aussi, il a brandi ses preuves, il a fait ce qu'il fallait faire. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Moi, je vous demanderai juste une chose, c'est d'aller au-delà du droit dans ce procès-là, d'aller au-delà de la justice et de cette décision-là. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au niveau mondial concernant le sport. Il y a des enjeux qui dépassent juste des décisions de justice ou du droit. C'est devenu un enjeu géostratégique, c'est devenu un enjeu mondial. Et de ce point de vue-là, moi, je suis convaincu d'une chose, les Africains qui sont relativement nombreux et qui avaient la possibilité de décider et d'élire des gens dans ces instances mondiales du football aujourd'hui, je crois que ça gênait quelque part. Et peut-être que nous n'avons pas été tellement conscients de cela, nous nous sommes laissés aller et du coup, on nous a éjectés d'un peu partout. Et peut-être que c'est à l'Afrique aujourd'hui de prendre conscience de cela. Au-delà de la personne de Diack, au-delà de ce procès, je crois qu'il faudrait que le continent se ressaisisse un tout petit peu et considère que le sport aujourd'hui, ce n'est pas seulement une activité qu'on va voir le dimanche, des gens qui se tapent entre eux à la boxe ou qui tapent un ballon. Ce n'est plus tellement ça, c'est devenu quelque chose qui est fondamental pour la marche du monde. Et tout le monde le sait. Donc c'est à ce niveau-là, je crois, qu'il faudrait qu'on pose le débat et ne pas juste le mettre au ras des pâquerettes en disant, bon, telle personne a été corrompue de telle ou telle. C'est pas cela aujourd'hui. Derrière la personne de Lamine Diack, que moi, personnellement, je ne vous cache pas, je soutiens, il y a des enjeux qui intéressent le continent. Et je crois que les Africains, aujourd'hui, il est temps qu'on réfléchisse et qu'on se dise, c'est notre jour peut-être. Voilà ce que je voulais dire. Oui, on va jouer d'ailleurs les prolongations dans ce grand journal. Arona Deme, l'allusion du professeur Sarro, c'est aux affaires Platini et Sepp Blatter, qui sont libres de tout mouvement pour des accusations aussi graves portées contre eux. Des accusations graves qu'ils ont même reconnues. Platini a admis avoir reçu 2 millions d'euros de Blatter et jamais il n'a été mis en résidence ou en tout cas interdit de se déplacer. Il quitte la France, il va où il veut. Il n'a jamais eu le même acharnement que sur Lamine Diack. Et aujourd'hui, on condamne Lamine Diack pour corruption. Mais Babacar, il faudrait comprendre une chose. Quand il y a corrompu, il y a forcément corrupteur. Et dans ce dossier, aucun corrupteur n'a été appelé là-bas. Ils ont parlé des athlètes russes de Chouvo-Koeva qui a donné 500 000 euros, semble-t-il, d'après le dossier de l'accusation à Papa Massata Diack. Et à ce jour, on n'a jamais entendu cette dame, elle n'a pas été entendue par le juge d'instruction français, elle n'a pas été convoquée au tribunal pour confirmer ces accusations. Les athlètes turcs dont on a parlé dans cette affaire, personne ne les a convoqués. Donc c'est seulement les Africains qu'on a convoqués à la barre et qu'on a voulu juger. Le seul blanc qui était à la barre, c'était Gabriel Doué, l'ancien responsable antidopage de l'IDESAF. Et lui, il est venu à la barre parce que tout simplement, il dit que Lamine Diack lui avait remis 50 000 euros parce qu'il aurait fait un travail et Lamine Diack a expliqué à la barre que c'était un paiement, un arrangement que l'IDESAF a fait avec lui parce qu'il devait partir, quitter son poste et il fallait éviter un procès et donc les gens ont préféré lui payer une indemnité de départ de 50 000 euros. C'est les seuls faits sur lesquels de l'argent a été déterminé à la barre, mais on parle de corruption sans aucun corrupteur, juste des corrompus.
des corrompus africains en quelque sorte, puisque les Russes, comme l'a dit le professeur Saho, aujourd'hui c'est une guerre internationale que se livre l'Europe et le reste du monde contre la Russie. C'est pas seulement dans les affaires Lamine Diack, il y a plein de dossiers. Le dopage russe permet d'asseoir une hypothèse comme quoi la Russie est un État qui couvrait les athlètes qui étaient dopés. Et donc, pour exclure la Russie de l'athlétisme, de la scène sportive internationale, on utilise ce dossier-là. Même Lama qui a porté ce dossier ne pouvait pas enquêter sur les questions financières et autres. Lama, sa spécialité, c'est le dopage. Et pourtant, le dossier a viré vers une affaire financière, en quelque sorte, de corruption, alors qu'il n'était question au départ que de dopage. Et Lama n'est pas habilité à enquêter sur l'I2AF. Oui. En tout cas, Lamine Diack, il est âgé de 87 ans depuis le 7 juin dernier. Et d'ailleurs, notre correspondant à Paris, Cheikh Sidou Silla, vient de nous signaler que Lamine Diack pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle sans condition de durée. Vu son âge, on va surveiller tout cela. Mais question au professeur Saho. Lamine Diack n'a-t-il pas quand même commis une faute morale en associant son fils à la gestion de l'I2AF à l'époque? Oui, mais ça c'est fort possible. Il y a de très fortes chances. Vous savez, quand vous dirigez certaines organisations, il y a de très fortes chances, parce que je crois que nul n'est parfait. Il y a des chances que vous ayez fait des erreurs. Mais il ne faut pas que sur la base de ces erreurs, on en profite pour vous mettre dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Là où vous n'êtes jamais allé. Tout le monde fait des erreurs, moi je crois. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il a géré du début à la fin sans avoir fait une erreur. Il y a des erreurs. Mais utiliser ce genre d'erreurs pour dire telle et telle chose, surtout que Lamine Diack, ça c'est la vieille gestion. Je ne sais pas si est-ce que vous voyez ce que je veux dire. C'est la vieille école de gestion du sport mondial qui était presque paternaliste. C'était un peu ce genre de choses-là. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Lamine Diack et ce qu'on reproche à beaucoup de dirigeants sportifs, je crois que si on l'avait appliqué aux premiers dirigeants sportifs mondiaux, je crois qu'ils seraient tous en prison aujourd'hui. Donc peut-être c'était le dernier des Mohicans concernant cette forme de gestion, ce mode de fonctionnement des organisations internationales. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se fera plus du tout. Aujourd'hui, des questions liées à l'éthique sont revenues au premier plan, alors qu'avant, ce n'était pas tellement cela. Il fallait juste faire fonctionner. Maintenant que l'argent est entré en plein dans le sport, je crois qu'il y a des choses qui sont là et il y a des exigences de démarche, des exigences de transparence, des exigences d'équité, des exigences d'éthique. Moi, ce que je demande, c'est que toutes ces exigences-là, quand on les pose, il faut les poser de manière équitable. Il faudrait qu'on pose la même manière, comme il vient de le dire, concernant ce qui s'est passé au niveau du football mondial. C'est pas normal que ce qui s'est passé au niveau du football mondial ne puisse pas se passer au niveau de l'athlétisme mondial. Il y a quelque chose qui fait de telle sorte que, à tort ou à raison, certains vont se dire, mais est-ce que c'est pas du racisme ça? On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Et ça pose des problèmes pour le fonctionnement du monde de manière globale. Moi, je suis de plus en plus convaincu que c'est peut-être le tour, certainement, des continents comme les nôtres qui devraient pouvoir prendre leur place, mais ça va être retardé par ce genre de choses-là. Plus on avancera, plus on va être retardé par ce genre de choses-là. Mais il faut y croire et avancer. Lamine Diack ne sera peut-être qu'une victime, ça a été une étape, mais peut-être que ce qui s'est passé là nous servira à nous et servira aux générations à venir par rapport à la possibilité qu'ils ont de pouvoir occuper les places et de pouvoir diriger le monde et le football et le sport mondial. Diriger le sport mondial, c'est quoi? Vous savez, les organisations sportives mondiales, ce sont des organisations dans lesquelles il y a un pays, une voix. Il n'y a pas de question liée à la puissance de tel ou tel. Alors, dans ce cadre-là, quand les Africains votent, mais ils gagnent. Et de ce point de vue-là, comment faire leur talon d'Achille et notre talon d'Achille à nous, depuis nos indépendances, c'est de dire les Africains, ce sont des pays corrompus, ce sont des pays pauvres, ce sont des pays ceci, cela. Et c'est quelquefois nous-mêmes et vous, la presse, qui relayez cela de manière, peut-être même de manière inconsciente. Dès qu'on dit telle chose sur un Africain, tout le monde relaye sans même peut-être vérifier. Et de ce point de vue-là, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'alimenter un combat contre nous-mêmes. Donc il faudrait qu'on réfléchisse. Moi, c'est comme ça que je dis, et c'est la leçon que je tire de ce combat. J'avais écouté la plaidoirie de son brillant avocat M. Manguel. Moi, j'étais convaincu, et je me disais que Simon a touché ce qu'il fallait. Et je crois que c'est vous-même qui avez sorti cette plaidoirie. Je ne sais même plus c'était quel organe de presse, mais c'était convaincant. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous. Malheureusement, ils n'ont pas pu peut-être convaincre le juge sur la non-culpabilité de M. Diack, mais il faut qu'il continue le combat. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Je crois qu'il ne faudra pas être trop émotif dans ce sens-là. Il faut qu'on avance, et on avance dans le réalisme, quoi.
Voilà ce que je peux vous dire en vous disant que je vais peut-être raccrocher là. Merci, merci professeur Abdoulaye Sarro. Oui, vous pouvez raccrocher. Aruna Dem, on termine avec vous. 1 minute. Le professeur Sarro, il a lâché le mot racisme. Est-ce qu'on a assisté à un procès raciste en France sur l'affaire Lamine Diack? On a entendu Maître Bournazel tenir des propos racistes à la barre du tribunal de Paris. Ça, c'est pas surprenant. L'avocat du CIO et de Lama a dit à la barre du tribunal que c'est parce que c'est un homme noir, un Africain, il n'avait pas peut-être la carrière pour diriger une organisation internationale de cette envergure, alors qu'il en a été président pendant 15 ans et qu'il a laissé un bilan financier qui prouve que il avait les capacités de gérer cette structure-là. Moi, je dis que effectivement, il y a une dose de susceptibilité par rapport aux Noirs, aux Africains, et qu'il y a eu du racisme, parce que Lamine Diack n'est pas le premier dirigeant dans ce monde-là à travailler avec ses enfants. Jacques Chirac avait sa fille à ses côtés. François Mitterrand a travaillé avec sa fille à la présidence de la République française. Aujourd'hui, Donald Trump a toute sa famille qui est dans l'administration fédérale et personne ne trouve à le dire. Donc, dire que Lamine Diack ne peut pas travailler les membres de sa famille, bon, c'est un argument que je trouve trop juste et trop court pour pouvoir prétendre que c'est parce que sa famille est autour de lui. Et tous les accusateurs, même les accusateurs de son fils aujourd'hui, reconnaissent sa compétence en tant qu'agent marketing. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est faire mauvais procès à Lamine Diack que de vouloir tout mettre sur le fait qu'il a travaillé des membres de sa famille. Ça ne tient pas la route. Merci. Et cette dose de susceptibilité, de racisme, elle a existé. Parce que si c'était un blanc, on a vu avec Platini et Blatter qu'on ne l'a pas traité de la même manière. Merci. Aruna Dem, vice-président. L'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, midi 55, c'est la fin de ce grand journal. Nous ne pouvons pas rappeler notre correspondant à Paris, chercher dessus là, parce que le tribunal est en train de lire le verdict à l'endroit de Papa Massata Diack, le fils de Lamine Diack. Et on le rappelle, Lamine Diack condamné pour corruption passive dans l'affaire de dopage et de corruption à l'I2AF qu'il a dirigé pendant plus de 15 ans. Le Sénégalais âgé de 87 ans écope de 4 ans de prison, dont 2 fermes. À suivre dans 5 minutes les développements dans le grand journal Wolof de Mamadou Mohamed Ndiaye. Merci de nous avoir suivis.